candidate à être cultivée en aquaculture. Là, je vous montre ici deux liens d'Internet, comme par exemple Mollusca Base. C'est un site web qui permet de connaître en profondeur chacun de ce classement. Et pareil aussi avec le site de Marine Spaces qui permet de connaître les espèces, leur distribution géographique et leur situation taxonomique. Et pourquoi cela est important pour les aquiculteurs de connaître un peu ces aspects? Tout simplement pour une seule et unique raison. C'est parce que lorsqu'on souhaite demander une autorisation d'un gouvernement ou d'un ministère, ou bien parce qu'on veut introduire au sein, c'est-à-dire travailler au sein d'un projet avec une espèce d'un autre pays, il faudra élaborer des documents. Et pour bien étayer notre proposition, notre documentation, il est convenable de bien situer du point de vue taxonomique l'espèce de notre choix, c'est-à-dire il faut indiquer à quel ordre, famille, sous-famille appartient cette espèce jusqu'à arriver au genre taxonomique aussi. C'est pour cela qu'il faut compter sur ce type d'outils, de ressources pour pouvoir actualiser nos données et faire un bon rapport, un bon document. De toute façon, ce type de diagramme avec les révisions scientifiques des experts peuvent être changés, peuvent être modifiés et une espèce était classée dans une famille et peut-être elle va être classée dans une autre famille. Alors, c'est utile donc d'avoir ce type de lien Internet parce que normalement, là-dessus, les informations sont actualisées. Ceci étant dit, nous pouvons dire que les huîtres sont des mollusques bivalves filtreurs. Voilà, très mots-clés dont il faut tenir compte. Le premier mot-clé est mollusque. Un mollusque, qu'est-ce que c'est? La première définition d'Aristote, Aristote a décrit le mollusque en tant qu'organisme de corps mou, c'est-à-dire ce mot vient du latin et cela montrait qu'il s'agissait d'un animal, d'un organisme qui avait un corps mou. Mais pour le distinguer d'autres mollusques, d'autres organismes de corps mou qu'on peut trouver dans la nature, comme par exemple des espèces du groupe des éponges ou des méduses, alors on a assigné ce terme de mollusque, mais en plus, ce corps mou était couvert par une ou deux coquilles. Et ceux qui font partie de ces groupes des mollusques, nous pouvons mentionner les poulpes, les escargots, les calamars, les palourdes, etc. Le deuxième mot-clé qui doit attirer notre attention est le mot bivalve. Qu'est-ce que ça veut dire bivalve? Normalement, le mot le dit, ce sont deux valves, deux coques. Donc, l'organisme a dans sa structure deux coques, deux valves qui peuvent être de tailles différentes, de formes variées. L'une peut être plate, l'autre un peu plus creuse. Elles peuvent être de couleurs différentes, mais il s'agit toujours de deux valves parce que, évidemment, c'est une caractéristique qui définit ce type d'organisme bivalve. Bien évidemment, dans ce groupe, nous trouvons les moules, les palourdes, les huîtres, les couteaux aussi. Et enfin, le dernier mot-clé est celui de filtreur. Qu'est-ce que ça veut dire, filtreur? Hier, on a parlé un petit peu des microalgues, des phytoplancton, des microplastiques. Et on a dit que tout ce matériau, les mollusques, les bivalves, le prenaient. Et c'est justement la façon de se nourrir de ces aliments. Ces aliments filtrent l'eau à partir des courants qu'ils génèrent eux-mêmes. Je vais vous montrer des vidéos par rapport à cela. Et ces courants permettent donc de filtrer, de récupérer
de l'environnement des flux d'eau qu'ils génèrent eux-mêmes. Ils récupèrent les particules nécessaires pour se nourrir. Voilà, ce sont les trois mots-clés qui constituent le socle qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on parle d'huîtres, de palourdes ou de tout autre organisme que l'on souhaite cultiver. Nous savons tous qu'il y a une énorme quantité de bivalves, comme je viens de vous dire. Donc, ils peuvent être des palourdes, des moules, etc. Et ces espèces sont distribuées de différentes façons partout dans le monde. Pour comprendre donc la distribution géographique des différentes espèces, il ne faut jamais oublier qu'il y a trois aspects fondamentaux. Tout d'abord, il y a des zones dans lesquelles, malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'informations ni d'études qui nous permettent de cautionner l'existence d'une espèce de bivalve déterminée. Il y a beaucoup d'études en Amérique du Sud où il y a très peu d'études en Afrique ou même en Asie. Et cela provoque que lorsqu'on fait des études, on vient prendre connaissance que certaines espèces commencent à apparaître et sont distribuées géographiquement dans ces zones et cela n'était pas connu auparavant. Donc, les études. En deuxième lieu, il est vrai que les espèces de mollusques sont distribuées grâce à des événements tels que les courants marins, parce que ces courants transportent les larves d'un endroit à l'autre. Et donc, ça permet de les retrouver dans plusieurs endroits différents. Mais avec les grands navires, on a vu qu'il y a des espèces d'un pays ou d'un continent qui ont été introduites dans d'autres zones. Et ça se fait de façon hasardeuse. Mais même de façon planifiée, l'aquiculture a été responsable de l'introduction et la distribution géographique de nombreuses espèces, et non seulement des espèces à intérêt commercial, mais également à des espèces qui se sont distribuées, collées aux coques, par exemple, d'une huître. Et cet autre organisme, cet autre escargot, qu'on n'a pas apprécié au moment de faire la distribution de la mer du Japon aux côtes du Chili d'une huître déterminée. Et cet escargot est présent maintenant parce qu'il a été introduit dans une zone qui n'était pas la zone de cette espèce normalement. Et ce n'était pas non plus l'espèce qu'on voulait introduire, nous. Donc, c'est très important de prendre en compte cet aspect lorsqu'on parle de distribution géographique. Sur cette carte, je vous montre la distribution des différentes espèces d'huîtres dans les différentes mers, sur les différentes côtes de tous les continents. Bien sûr que cela peut être modifié, cette distribution géographique, bien évidemment, parce qu'on ne sait pas si demain, nous souhaitons faire démarrer une culture au Sénégal, par exemple, d'une nouvelle espèce d'huître qui vit dans la mer de Chine parce qu'elle pousse très bien et elle a un rendement de chair sensationnel et cela serait très intéressant. Et ça va modifier, bien évidemment, cette distribution à cause de cette introduction. L'introduction se fait au niveau étatique, hein, c'est le gouvernement et ce qui le fait. Et ces introductions ne sont pas publiées sur la presse scientifique. Donc, lorsqu'il y a une actualisation de la distribution des organismes, on a des défaillances parce qu'on ne sait pas exactement s'il y a une espèce qui peut être localisée dans une zone déterminée ou pas. Ici, à droite, je vous montre le symbole, le logotype de WORMS pour consulter cette distribution. Il faut taper le nom d'une espèce pour savoir si l'huître japonaise est distribuée. Par exemple, la Crassostra gigas
on va connaître alors la situation et l'introduction de cette espèce d'huître japonaise. Si l'on continue à parler de la distribution géographique, on peut voir ici les fourchettes de température des 4 espèces intéressantes pour l'agriculture. Il y a des plages de température différentes en fonction des différents pays. Il y a des différentes températures qui favorisent leur croissance en Corée, en Nouvelle-Zélande, sur la côte atlantique française. Et il faut aussi connaître les températures adéquates pour le frais. Pourquoi les agriculteurs, nous devons connaître ce type d'informations? Parce que ces informations sont précieuses pour nous, car étant donné les fourchettes de température, c'est-à-dire les températures maximum et minimum adéquates, cela peut nous aider à décider si on va commencer une nouvelle culture d'une de ces nouvelles 4 espèces qu'on peut trouver intéressantes pour l'introduire dans notre zone géographique. En continuant à parler comme ça sur l'introduction des espèces, le fait de connaître ces données de température peuvent nous aider à préparer aussi le rapport pour faire notre demande au ministère ou au gouvernement. Comme ça, nous pouvons expliquer que la fourchette de température sur la côte dans laquelle nous voulons nous installer peut servir justement à obtenir un bon taux de croissance, mais cela ne répond pas à la température idéale pour le frais. Donc, comme ça, nous pouvons être sûrs que nous allons travailler avec une espèce introduite, mais nous allons diminuer la possibilité que cette espèce se répande partout parce que d'après les informations scientifiques, ce n'est pas la bonne température pour le frais de cette espèce. Lorsqu'on parle d'introduction des différentes espèces, moi, du point de vue personnel, j'ai introduit des espèces de mollusques, par exemple, en Espagne, et on doit suivre des procédures extrêmement longues. Ce sont des procédures longues. Il faut suivre toute une série de protocoles, tout en respectant des stipulations, comment on va le faire. Il faut faire toute une étude bibliographique de cette espèce concrète pour savoir quelle peut être son interaction avec les espèces qui habitent, qui évoluent dans cet environnement, si cette espèce va être dominante en fonction des informations scientifiques disponibles. La FAO, le Fonds de l'ONU pour l'alimentation, a des guides de stipulation qui réglementent les critères à suivre pour l'introduction des espèces. Mais à part la FAO, il y a des pays qui ont des réglementations très, très strictes aussi par rapport à ça. Et cela rend très difficile d'introduire des nouvelles espèces. Par exemple, si je souhaite introduire une espèce de la Chine sur une côte européenne, de l'Union européenne, cela est un exercice qui peut s'avérer très long, très difficile, parce qu'on peut mettre entre 7 ou 8 ans pour obtenir l'autorisation. Par contre, dans d'autres pays, la législation est moins stricte ou tout simplement, elle n'existe pas et cela peut nous faciliter énormément cette tâche et cela va nous permettre de présenter des projets pour pouvoir introduire des espèces. Mais moi, je suis pour l'introduction d'espèces du point de vue personnel parce que je crois que cela peut permettre de mettre en place des projets qui seraient beaucoup trop risqués avec des espèces autochtones. Il peut y avoir plusieurs risques du point de vue de l'exécution du projet. Tout d'abord, nous avons un risque biologique
Et nous ne savons pas si cette espèce va être capable de supporter les systèmes de culture. Il y a également un risque technologique. Si on ne connaît pas la biologie de cette espèce, on ne sait pas si, du point de vue technologique, on va être capable d'obtenir la plus grande croissance, la plus haute réduction du taux de mortalité, donc si nous travaillons avec des espèces autochtones. Par contre, si l'on décide d'introduire des espèces qui sont déjà cultivées dans d'autres parties du monde, parce qu'on compte aussi avec une grande expérience sur ce type de culture, cela va nous rendre, va nous permettre d'être beaucoup plus sûrs. Nous allons connaître quelles sont les meilleures méthodologies pour tirer le maximum de profit de cette espèce qu'on a introduite. Donc, l'introduction des espèces est un facteur fondamental pour le développement de l'agriculture, mais il faut être conscient aussi que l'impact de cette introduction peut être énorme. Donc, nous devons être complètement sûrs. Monsieur Sen, s'il vous plaît. Monsieur Sen, s'il vous plaît, je vous prie. Monsieur Sen, s'il vous plaît, je vous prie de couper votre micro. Monsieur Sen. C'est difficile. Monsieur Sen, s'il vous plaît. Oh. Nous allons, une fois que nous avons abordé ce sujet de l'introduction, oui, nous ne pouvons pas continuer. Il y a Monsieur Sen, s'il vous plaît. Continuando con lo que es el ciclo de vida de la ostra. Hola, no sé quién tiene el micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar. Bueno, voy a intentar continuar. Bueno, vamos a hablar entonces del ciclo biológico de las ostras. Sí, por favor, el que tenga el micrófono abierto, que lo pueda cerrar para poder continuar. Les personnes qui ont leur micro ouvert, veuillez éteindre votre micro pour que nous puissions continuer la conférence. Merci beaucoup. Ok. Bien, voy a intentar continuar con... Je vais tenter de poursuivre. Les cycles biologiques. Ici, à droite, vous pouvez voir le schéma typique d'une huître, d'une coquille Saint-Jacques ou d'une moule. C'est-à-dire, les cycles biologiques des bivalves sont similaires. Nous avons les mêmes états larvaires et cela rend difficile l'identification d'un état larvaire d'une espèce par rapport à une autre. L'état larvaire, l'œil qui voit cette larve peut être très bien entraîné pour pouvoir le différencier d'une larve, d'une huître ou d'une moule. Le cycle biologique est très simple. Nous avons tout d'abord deux sexes, une huître femelle et une huître mâle, qui, sous certaines conditions environnementales, sont induits à se développer. Ces inductions sont réglementées par des flux de température, une quantité optimale d'aliments dans l'eau. Et vous devez penser que ces animaux n'ont pas de cerveau pour pouvoir penser. Ils décident ou ils se stimulent en fonction de certaines caractéristiques. S'il y a une bonne température,
Ils ont dit, eh bien, je vais maintenant me développer parce que cette bonne température va venir bien pour que mes ovules puissent vivre et nager tranquillement pendant la fécondation. Autre point important, lorsqu'ils détectent un pourcentage élevé d'aliments, ils pensent à la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas, il y a des aliments, et donc mes larves vont avoir des aliments suffisants pour pouvoir manger. Et ils vont pouvoir se développer de manière satisfaisante. Mais ce n'est pas seulement c'est une réponse à un stimulant environnemental qui pourrait dire que l'organisme, lorsqu'il est menacé, je suis sûr que je vais mourir aujourd'hui, donc avant de mourir, je ne veux pas que mes générations futures meurent avec moi, et donc je vais mettre au monde. C'est un stress extraordinaire pour les parents, pour les gîtes adultes, pour tous les bivalves adultes qui doivent rentrer dans cette situation. Une fois que nous avons cette induction, nous savons ce qui se produit. Le premier pas, c'est la fécondation. Les spermatozoïdes prennent contact avec les ovocytes pour pouvoir obtenir la fécondation. S'il y a des huîtres ou des coquilles Saint-Jacques ou des meules et qu'ils pensent que c'est... Ils éliminent en même temps leur sperme et les ovocytes. Il est possible qu'il y ait une interférence. La réponse est non. Parfois, certaines espèces extrêmement similaires peuvent avoir une fécondation croisée. Donc, en Europe, nous avons les coquilles Saint-Jacques fines et une autre espèce introduite qui est la coquille Saint-Jacques japonaise et qui vivent dans les mêmes endroits. Et lorsqu'il y a des moments de... Nous avons un hybride nous avons une descendance qui vient de la palourde japonaise avec la formation génétique de la mère ou du père de la palourde européenne. Et nous avons donc une nouvelle espèce qui partage des caractéristiques morphologiques des deux espèces que personne n'a créées, mais ce type de croisement existe. Ça peut être bénéfique pour les agriculteurs. De ce point de vue, oui, ça peut être bénéfique. Parce que si on détecte que ces hybrides peuvent être plus résistants à certains types de maladies, de conditions environnementales qui favorisent un taux de croissance plus élevé, eh bien, nous pourrions utiliser cet hybridage pour artificiellement générer ce type d'organisme. Et cette technologie en aquaculture est utilisée souvent avec d'autres espèces de mollusques et c'est une technique qui, comme toujours, nous utilisons toujours. Une fois que nous avons cette fécondation, le premier état larvaire, qui est typique des bivalves, c'est le trochophore. C'est très petit, c'est une forme très, très singulière. Il y a cette forme de poire caractéristique. Et ensuite, au fil du temps, il se transforme en un premier état larvaire qui est la larve D. La larve d'air qui se caractéristique, qui a cette forme de lettre D. C'est pour ça que nous l'appelons la larve D. Scientifiquement, ça a un autre nom. On la connaît comme la larve Concha 1, mais c'est bien de connaître, mais dans le quotidien, nous parlons toujours de larve D.
Si vous expliquez à un traducteur, je suis en train de trouver des larves D, il va savoir de quoi on parle. L'état de développement continue de développer au fil du temps. La larve continue de se développer, les larves véligères, larve abonnée, et ces structures typiques où s'articulent les valves. A partir de la larva embonada hasta la larva À partir de la larve abonnée, una mancha ocular, ¿no? O incluso hasta la postlarva, diría yo. ou après la post-larve, Nos parece que se parece mucho la a larve una œillée, grande. ça ressemble à une palourde, grande palourde. Característicamente, o sea, que morfológicamente son tan Les idénticos morphologiquement sont tellement identiques es muy fácil confundirse. qu'il est très facile de se confondre. Ahora, del punto de vista reproductivo, pues, Du point de vue de reproduction, las ostras o los moluscos en general, pues, les huîtres ou les mollusques en général, diciendo, bueno, tenemos aquí un macho, aquí una nous avons hembra, ici un mâle, nous avons ici une femelle. se sienten con ganas de desovar, desoban y exponen sus productos Ils sexuales. les attraient et donc Bueno, pues, ils font leur descendance. como por Et les ejemplo, groupes d'huîtres, el género Ostrea, una du especie genre Ostrea, qui est une espèce concrète, Ostrea dulis, en la cual la ostra al momento de desovar mantiene esos elle óvulos maintient cet ovule dentro de su interior. O sea, desova, en son intérieur. desova, o sea, el producto sexual, el óvulo en este caso, L'ovule el conducto de la sort gónada, sale al exterior, par le conduit, no sale directamente, mais il ne sort pas directement d'eau. queda retenido Il reste dans les en valves. una cavidad que nosotros conocemos como cavidad paleal, C'est la cavité paliale los branquias, por ejemplo. et c'est là que se trouvent les branchies. Et là, il les conserve. Es allí donde Et c'est là que, producto de que como este es un animal filtrador, quand c'est un animal filtrant, esta corriente que hace que entre agua dentro de las valvas, ella misma qui permet de l'eau rentrer à ces valves, cela permet la fécondation de ces ovules dentro de, bueno, de esta cámara, ¿no? Entre medio de sus valvas. entre ces deux valves. Bueno, pues las mantiene allí. Elle les maintient là, jusque la larve se développe, pour remplisse une grande partie de son développement embryonnaire, et lorsque la larve commence à peut être plus ou moins autonome, qu'elle a un premier capi, etc., eh bien, à ce moment-là, elle est libère. Cela ne se produit pas comme d'autres types d'huîtres. La Rhinocosostretes, c'est une des plus connues. Cette situation ne se produit pas. Les organismes, mâles ou femelles, libèrent ces produits sexuels dans l'eau et ils leur souhaitent beaucoup de chance et ils tentent à ce qu'ils se développent. Mais ce que nous avons, je dis de huîtres, c'est que nous pouvons voir un hermaphrodisme. On peut voir que dans le cas de la première maturité sexuelle, une fois qu'ils sont jeunes, ils commencent à rentrer à la puberté, ils commencent à générer leur premier produit sexuel. La première chose qu'ils vont faire, c'est rendre en mature comme des mâles. Mais la deuxième, deuxième cycle de frais, c'est l'année suivante, ils se transforment en femelles. Ensuite, ils peuvent redevenir mâles ou finir comme femelles et mourir comme femelles. Ce type de situation, nous pouvons les trouver également dans les huîtres. On peut avoir un hermaphrodisme asymétrique. Pourquoi asymétrique? Parce que dans la gonade, c'est d'abord mâle et dans la mère, ensuite c'est femelle. Et c'est un sexe, ensuite c'est un autre sexe.
Les hermaphroditismes, dans les mollusques bivalves, ce n'est pas quelque chose de bizarre, d'étrange, mais les poissons timides sont hermaphrodites synchroniques. Dans la même partie, nous pouvons distinguer la partie masculine de masculine et de féminine. À côté du Chili et du Pérou, il y a une espèce qui a été très intéressée pour l'introduire dans de nombreux endroits. Au Maroc, j'y ai pensé parce que c'est un excellent produit. Et donc sur un amas, nous pouvons voir qu'il y a ces gonades qui est une partie de couleur crème, un jaune pâle, et la partie la plus féminine, et c'est la couleur rouge. Et cette couleur rouge, c'est parce que les ovocytes qui se trouvent à l'intérieur accumulent une grande quantité de lipides, de graisse, de pigments qui aident à maintenir cette couleur. J'ai une petite vidéo ici. Nous allons voir tout ce cycle que je vous ai commenté. Et on peut voir, par exemple, c'est une huître. Et on peut voir l'huître qui commence à ouvrir ses valves. Lorsqu'elles ouvrent ces valves de cette manière, c'est parce qu'elles sont très excitées. Ils sont fort induits pour la reproduction. Ici, vous avez pu voir la forme d'expulsion, c'est ce qui se produit avec le mâle. Le mâle ferait d'une manière très spécifique. C'est comme du talc. Nous allons voir maintenant, c'est différent. Voici, c'est la femelle. Ça fait différent. Parce que les ovocytes sont des microns très petits. On peut voir ici le premier corpus qu'il y a une fécondation à succès. Et on voit comment les premières divisions cellulaires, on va dire un embryon de 4 cellules, de 8 cellules. On peut voir ici le pôle animal, le pôle végétal. Partie de blastule. On voit ici les séquences de la trochosphère. Ici, la larve PD, la larve péligière. On a déjà ici une carapace. La taille commence à avancer. On parle de 40 microns, on est déjà plus de 100 microns. C'est une larve abonnée. Comment elle développe sa carapace et ce voile qui lui permet à ces larves de se déplacer. Et ici, on voit ici quelque chose qui est très significatif et qui est très important pour nous, les agriculteurs. C'est la tache oculaire. C'est un photorécepteur. C'est comme un œil primitif. La seule chose qu'il fait, c'est offrir à cet animal pour savoir où se trouve la lumière. Et pourquoi est-ce que c'est important pour ces espèces de savoir où est la lumière? Ces animaux, les premières heures, ils ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas de bouche encore. Et ils occupent ces réserves parce qu'ils savent de où se trouve la lumière. C'est là que se trouve le phytoplancton et c'est là qu'ils vont devoir manger. C'est les premiers états. Au fil de l'avancée,
les informations de cette carapace, ce petit point oculaire leur permet de dire, je dois changer maintenant mon système d'orientation parce que maintenant j'aimerais vivre dans le fond. Pourquoi? Parce que dans le fond que je vis, dans le fond de la mer, c'est là où je vis. Et donc, j'utilise cette tache oculaire pour voir cette différence. Cette larve avec œil, la larve qui s'étend, qui lance ce pied qui est très important. Avec cette tache oculaire, nous, à ce moment-là, nous pouvons commencer à parler d'aquaculture d'une larve compétente. Une larve compétente, c'est une larve qui a des caractéristiques fonctionnelles, optimales, pour pouvoir commencer à explorer le sédiment. Et pour que cette larve décide où elle va vivre, elle utilise ce pied qui se voit ici. Ici, on dirait une huître, une paloude, mais c'est une huître. Et c'est un pied qui disparaît après. Mais ils ont un pied. Et à quoi est-ce qu'il se sert ce pied? Parce qu'ils commencent à explorer les différentes superficies où ils vont vouloir se vivre. Et comment est-ce qu'ils font cela? Et pourquoi est-ce qu'ils décident de rester ici ou là? Là, c'est important, ce que nous appelons l'aquaculture, la biologie de la superficie. Ces animaux se pourraient fixer sur toute superficie. Il va former une pellicule de bactéries, naturellement. Une pellicule de bactéries. Pourquoi? Parce que cette pellicule de bactéries va permettre les neurotransmisseurs qui vont indiquer à la larve que ça peut être un bon endroit pour être couvert d'eau, parce que les bactéries vont vivre que si on vit en dessous de l'eau. Une fois que cette larve touche cette superficie biologisée, il commence à se traîner en utilisant ce pied. Et cette larve a un bisou, c'est comme on s'appelle Superman qui lance une toile d'araignée. Et c'est ce que se produit ces organismes, une sorte de toile d'araignée qui se cristallise, qui se polymérise en touchant une superficie. Et lorsqu'ils décident de rester à un endroit spécifique, ils vomissent tout ce ciment, cette toile d'araignée sur la superficie où elles vont s'asseoir. Et c'est à ce moment-là que la larve se tourne et elle pose sa coquille gauche pour se fixer et commencer à grandir. Importante para nosotros los acuicultores el proporcionar entonces estructuras de cualquier tipo que nos puedan ayudar a Et nous passons maintenant à la morphologie externe de ces animaux. Ici, je vous montre 4 espèces commerciales qui sont cultivées. La Cassostraea gigas du Pacifique, la plate Ostrea edulis est la typique européenne, l'Ostra Olympia, la Crassostrea sicamea aussi. Et donc, par rapport à toutes ces huîtres, comme vous voyez,
Elles ont des morphologies différentes. Et il faut tout d'abord savoir quelle est la valve droite, la valve gauche, quelle est la hauteur, la largeur, etc. Voilà. Ici, je vous montre un schéma pour connaître tout cela. Indépendamment de l'espèce, on va savoir donc comment l'orienter pour savoir quand on parle avec un autre aquiculteur, si on parle de la longueur, de la largeur ou de la hauteur. Parce que c'est important pour nous, les aquiculteurs, de connaître ces dimensions parce que ce sont celles utilisées pour pouvoir connaître le rendement de la croissance des animaux. Il faudra prendre des mesures dans ce sens à l'horizontale, c'est-à-dire dans les trois sens. Et ça, il faut le noter parce qu'après, on va avoir donc, on va pouvoir connaître l'évolution de la croissance. Nous avons un peu vu la morphologie externe et maintenant, nous allons aborder la morphologie interne d'une huître. Ce sont des animaux vraiment très simples. Et lorsqu'on ouvre une huître, la première chose qu'on voit, c'est ce que je vous montre, c'est un muscle. C'est le muscle adducteur. Quelle est sa fonction? De fermer le deux valves. Voilà, la seule fonction du muscle adducteur, de fermer les valves lorsqu'il se contracte et lorsqu'il se détend, les valves s'ouvrent. Parce que l'opposition à cette fermeture, nous l'avons ici sur la charnière. La charnière a une protéine élastique qui permet cette articulation d'ouvrir les valves et c'est le muscle qui va les fermer. Pour nous, il est très important en tant qu'aquiculteur parce que la forteresse, la force de ce muscle va déterminer le temps de vie d'une huître en dehors de l'eau. On va voir comment on peut travailler la force de ces muscles dans les prochaines séances lorsqu'on verra les systèmes de culture. Mais il y a des huîtres qui présentent des différences concernant la force de ce muscle. Et lorsqu'on souhaite ouvrir une huître, c'est la première chose qu'il faut chercher pour pouvoir l'ouvrir. Parce que donc, il faut couper ce muscle et cela va nous permettre d'ouvrir l'huître. Ici, on a d'autres choses encore. La ligne paléale. Cette ligne paléale représente un muscle qui parcourt tous les bords du manteau, qu'on peut apprécier ici aussi. Et c'est là où elle s'accroche. Ce sont comme des lèvres qui se trouvent au bord du manteau. Dans certaines espèces, cette ligne paléale laisse sa trace sur la coque. Et ce qu'on pourra apprécier sur la coque est sans doute la marque, la trace du muscle adducteur. Concernant le muscle de la ligne paléale, c'est un peu plus difficile de le trouver. Il y a également les branchies. Ici, on ne peut pas les apprécier très clairement, mais c'est comme un livre qui s'ouvre. Et lorsque ce livre, nous l'ouvrons, on va rencontrer à l'intérieur les branchies. À côté du muscle adducteur, nous avons aussi le cœur, parce qu'en effet, elles ont un cœur très rudimentaire, composé d'un ventricule et de deux auricules, et l'intestin va traverser ce ventricule. Cet cœur se trouve dans une cavité péricardiaque et à l'intérieur, ce cœur peut battre très facilement pour distribuer le sang vers le reste de l'organisme. Leur système sanguin est très simple. Ce n'est pas un comme le nôtre, où on peut distinguer les artères et les veines. Non, ce n'est pas ça. C'est juste comme des cavités. Et dans ces cavités, le sang
se répand, le sang baigne tout le tissu au niveau interne et après, le sang va être récupéré dans cette cavité péricardiaque à travers les auricules. Mais le système n'est pas du tout comme le nôtre, le système sanguin. Ici, nous avons, par exemple, la région de la gonade aussi. Ce sont des organismes qui ne sont qu'une gonade pure, qui peut arriver à atteindre jusqu'au 40% du poids d'une huître. C'est justement cette gonade qui est intéressante pour nous apiculteurs. Je ne sais pas si vous avez entendu dire « Ah voilà, cette huître est très grosse » ou « cette moule est très très grosse ». Cette grosseur dont on parle, ce sont les gonades en fait. Et ces gonades sont remplies, gonflées lorsque ces animaux se trouvent dans la phase de gamétogénèse, c'est-à-dire des productions de gamètes juste avant le frai. Je ne sais pas si ici j'ai une courbe, je crois que c'est demain qu'on va s'arrêter là-dessus, mais il faut savoir que le poids de la gonade est très important pour l'ostréiculture. Si on va cultiver en fonction du poids, le poids peut changer d'une semaine sur l'autre et cette huître va passer d'un point à l'autre parce qu'elle a fait le frais pendant cette semaine et donc son poids va changer complètement et elle va changer aussi de catégorie. Passons maintenant aux palpes labiaux. J'ai déjà mentionné les branchies qui ont une forme de W et ces branchies sont remplies de cilium qui bougent et qui transmettent les particules de nutriments jusqu'aux palpes labiaux, que je ne sais pas très bien comment décrire. C'est comme la feuille d'une salade. Les huîtres en ont 4 et ces feuilles bougent continuellement et balayent les branchies et les filaments de ce palpe conduisent les particules d'aliments à l'intérieur de la bouche. Et une fois que ces aliments sont consommés, nous avons un œsophage très court et là, nous allons arriver à la zone hépatopancréatique. Et c'est là où se trouve l'estomac de l'huître. C'est une cavité entourée de l'hépatopancréas, qui est d'une couleur brun foncé, il peut être jusqu'à noir, et ça fait partie des viscères de l'huître. À l'intérieur de cet estomac, de cette poche de l'estomac, toutes les espèces de bivalves peuvent présenter une espèce de tige cristallin, c'est le stylet cristallin qui tourne à l'intérieur de la cavité de l'estomac et cela contribue à la digestion de tout le matériel des phytoplanctons, des matériaux organiques qui sont ingérés et ce stylet tourne et libère des enzymes pour faire la digestion. Une fois la digestion terminée, dans les mêmes diverticules de cette glande hépatique, on commence à libérer les protéines, tous les composés produits de la digestion vont être par la suite distribués au reste du corps. Le reste vont passer à un intestin très, très frêle qui parcourt à partir d'ici, qui traverse le ventricule et qui va déposer ici, l'anus se trouve plus ou moins à cette hauteur-là. Lorsque nous faisons une dissection ou que nous avons un animal qui vient d'être recueilli, si l'on ouvre les valves, on va voir que collé au muscle adducteur, il y a une petite tache, un tube un peu noirâtre, et c'est la partie finale de l'intestin où se trouve l'anus.
Ici, je vous ai mentionné aussi, j'ai noté sur le transparent le système nerveux. Mais bon, du point de vue anatomique des tissus, ce sont des animaux très simples. Il y a des petites cubules de nerfs à partir desquels partent des rayons. Et ces rayons, justement, vont s'insérer dans les différentes parties de l'organisme. Maintenant, passons à l'alimentation, qui est un aspect fondamental qui m'intéresse. Ah oui, bon, ici, je vous montre une image de certains types. Ce n'est pas le phytoplancton commun, mais c'est pour vous montrer une image des phytoplancton. Pour vous faire prendre conscience, je vous ai montré une échelle de taille, de dimensions. Et je vous avais montré la taille des globules rouges de notre sang qui ont une taille de 7-8 microns. Et les microalgues mangées par ces huîtres, normalement, vous voyez ici les dimensions. Ce sont vraiment des cellules extrêmement petites qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et voilà, ici, j'arrive là où je voulais, l'alimentation à base de particules. Et c'est ça ce que je voulais vous montrer. Sur cette vidéo que j'aime beaucoup, parce qu'on peut apprécier les branchies et comment ces ciliums qui capturent les aliments, comment ils bougent. Cela génère un courant qui va entrer ici. Et ici, on va prendre les particules d'aliments qui vont arriver jusqu'au palpe par la suite et après à l'appareil, à la bouche et à l'appareil digestif. Nous allons presque terminer. Nous allons aborder maintenant les maladies, les parasites et quelques épibiotiques. Les épibiotiques, ce ne sont pas exactement des parasites, mais tous les organismes qui évoluent collés au coque et qui font de la coque des huîtres, des palourdes, des moules, leur maison chez eux. Je m'installe ici sur la coque d'une moule ou d'une huître et je reste là. Donc, c'est ça, je suis un épibiotique. Le terme de parasite, on l'utilise du point de vue technique lorsqu'un organisme tire profit d'un autre, parasite un autre. Et dans ce cas-là, il s'agit d'un profit en particulier nutritionnel. Par exemple, si l'huître mange 1 million de microalgues par heure, de ce million, le parasite va prendre environ 20%. Voilà une définition assez stricte de ce qu'est un parasite. Mais il y a d'autres organismes qui ne sont pas parasites, qui habitent à l'intérieur de l'huître, qui ne produisent pas des nuisances ni des maladies aux huîtres. Mais là, on va parler des épibiotiques. Ce sont des organismes qui sont là, et peu importe. J'imagine que vous avez déjà vu, par exemple, à la télé, que si on se gratte un peu le cuir chevelu et on regarde un microscope, nous avons aussi les acariens. Ce sont des acariens qui nous accompagnent, même si on prend une douche quotidienne, les acariens vivent avec nous. Et ce sont des organismes qui mangent de nous et qui ne nous portent pas de nuisances. Et par maladie, on va voir par la suite de quoi on parle. Donc, avant de vous expliquer ce schéma que je vous ai apporté, j'aimerais m'arrêter un peu sur l'Organisation mondiale de la santé animale ou le Bureau international des épizooties. C'est
un organisme des Nations Unies, parmi d'autres comme la FAO ou autres, il y a cet organisme qui conseille les gouvernements en matière de santé animale. C'est un organisme centré sur les épisodes. Et donc, dans cette organisation, il y a les codes de santé et un manuel aussi. Les codes sanitaires, comme le mot l'indique, c'est un code. C'est un code de bonne pratique, un code qui conseille les gouvernements par rapport à l'introduction d'une espèce, par rapport à l'importation d'une espèce, quelles sont les conditions sanitaires qu'il faut respecter afin d'assurer que ce transport de l'espèce, la vente de cette espèce va se faire dans de bonnes conditions et ça ne va pas provoquer des pathogènes qui vont s'installer dans une zone déterminée, provoquant ainsi un problème environnemental ou économique parce que cela va entraîner des pertes économiques ou autres. Donc, ces informations, on peut les trouver sur ce code. Et pour les agriculteurs, c'est aussi important de consulter ce manuel, le manuel sanitaire. Là, on va trouver quelle est la procédure à suivre pour pouvoir diagnostiquer une maladie chez une espèce particulière. Nous pouvons chercher un mot-clé, par exemple, huître, et dans cette entrée d'huître, on va trouver quels sont les protocoles à suivre pour pouvoir diagnostiquer les maladies des huîtres. Il y a un aspect d'avantage important, c'est que les pays qui ont signataires de ce type d'organisme sont obligés de publier ou d'avertir le reste des pays s'ils ont trouvé dans leurs eaux un type de maladie qui provoque d'énormes mortalités. Et donc, ces pays sont obligés d'informer. Et on a stipulé aussi dans ce manuel les informations détaillées qu'il faut faire figurer. Quel est l'agent déclencheur, quel est le type de maladie, quel est le taux de mortalité, comment est-ce qu'on peut l'identifier, quelle est la méthode de laboratoire à suivre pour pouvoir contrer cet organisme, quelles sont les espèces touchées. Donc, on va trouver les explications de tout cela. Et en plus, lorsqu'on travaille sur l'introduction d'espèces, il faut faire attention aussi à ces documents parce que ce sont les premières choses à prendre en compte auprès des gouvernements, des organismes internationaux. Il faut dire, nous souhaitons introduire cette espèce et d'après l'Organisation sanitaire mondiale de l'ONU, cela respecte les conditions parce que cette espèce ne présente aucune des maladies qui apparaissent sur la liste. Cela est utilisé aussi si je vais commencer par exemple une culture d'huîtres au Pérou et je souhaite acheter des semences d'huîtres à la France. Alors, pour que cette sémence de la France passe les contrôles douaniers et les contrôles sanitaires, il faut faire des déclarations suivant les protocoles qui spécifient ce type de conditions et qui sont spécifiées, en l'occurrence, par les codes sanitaires et par cette réglementation. Il faut aussi respecter la réglementation interne de chaque pays aussi. À l'activité humaine. Et lorsque nous avons les huîtres dans la culture, nous les déplaçons, nous les lavons, etc. Ça, c'est une partie de notre travail, mais nous, on ne sait pas vraiment que cet exercice tellement normal pour nous produit un stress énorme à l'espèce qui est en culture. Donc, j'aimerais faire ici référence aussi à l'activité humaine, parce que je parle de l'activité humaine.
sont les facteurs les plus externes qui peuvent influencer l'apparition d'une maladie. Tous ces facteurs peuvent apparaître, les facteurs intrinsèques à la propre espèce, les facteurs biologiques par exemple. Les facteurs biologiques, on peut comprendre comme prédisposition. Elle était déjà faible parce qu'elle venait d'un tirage qui ne venait pas très bien. Et donc, ce sont des choses qui sont intrinsèques, qui sont difficiles à résoudre. Quels autres facteurs doivent encore entrer en ligne de compte pour qu'une maladie apparaisse? Facteur de stress, une réponse immunitaire déficiente et l'apparition d'un pathogène. Et ce pathogène peut être un virus, un protozo ou une bactérie, etc. Lorsque nous révisons les maladies les plus connues, la première, qui est curieuse, elle est importante pour le connaître, c'est le cancer. Le bivalve, comme bon nombre de types de poissons, souffre du cancer. Et ce cancer, comme dans notre cas, est une croissance anormale, accélérée des tissus, qui évite que ces tissus ne peuvent plus remplir la fonction pour laquelle ils ont été conçus, pour laquelle ils sont dans l'organisme. Dans ce cas particulier, vous pouvez voir ici un couple histologique de la branchie où on voit l'étoile et on voit une désorganisation structurelle de la branchie. On voit cette branchie inflammée et la lésion, la néoplasie, le cancer apparaît lorsque nous réalisons ces coupures. Ce type de avec une technologie faite pour les êtres humains également, cet agent pathogène qui produit cela est méconnu. C'est quelque chose de très bizarre ici. On l'a découvert ici, que ce cancer peut se transmettre d'un mollusque à l'autre par le nez. Et donc, ce transfert qui est déjà vérifié, dans un premier temps, je pensais que ce cancer se transmettait ou était conséquence d'une transmission du virus. Mais malheureusement, on n'a pas pu vérifier non plus ce virus. Et pour compliquer encore plus les choses, ce cancer peut être transmis d'une espèce à autre, totalement différente. Donc, une moule avec le cancer peut le transmettre à une palourde. Et lorsqu'il y a ce type de choses, en Espagne, il y a plusieurs universités qui ont étudié cette question. Et quel est l'élément qui génère cette apparition? Pour nous, qu'est-ce que ça signifie, ce cancer au niveau de l'agriculture? Oui, c'est des problèmes de croissance, ça peut produire la mort, un taux de mortalité élevé ou modéré. Et les personnes qui consomment ce mollusque, est-ce que nous pouvons nous contaminer du cancer? Non, non, ça c'est impossible. C'est quelque chose au niveau d'invertébrés qui, à l'heure actuelle, tout indique que c'est impossible une contamination de problème de ce cancer. Le type de cancer qui se trouve dans la liste, ce n'est pas une pathogène parce qu'on ne sait pas vraiment les actions biologiques. Ensuite, nous avons la maladie virale
du volume des huîtres. Les huîtres, les larves, perdent tout le vélo, le voile, qui est cette structure qui est ici, qui est une sorte de plumeau. Et c'est ce qui leur donne du mouvement. L'agent pathogène, c'est le responsable de cette maladie, c'est un virus d'ADN qui a un ADN qui se transmet facilement, peut-être une mortalité élevée, 100%. L'arbre qui prend ce virus, c'est l'arbre qui meurt, parce que si elle perd le voile, eh bien, l'animal ne peut pas nager, il tombe directement au fond de l'eau et il meurt. Et il n'y a aucun traitement possible. Avant de continuer, il est important que nous sachions différencier lorsque nous devons nous inquiéter si nous avons une maladie ou pas. Par exemple, en agriculture, lorsque nous commençons une culture, on parle généralement d'une mortalité naturelle. Si moi, je sème 100 000 graines d'huîtres, je ne vais jamais pouvoir obtenir 1000 huîtres. Jamais. Parce qu'il y a une mortalité qui est difficile à gérer et qui pourrait être reliée avec ces facteurs synthétiques et biologiques. Et donc, il y a des huîtres qui décèdent. C'est la mortalité naturelle. Mais il n'y a aucune limite pour la mortalité naturelle. Si on ne connaît pas un taux normal de mortalité, je vais considérer une taux de mortalité normale qui va être de 40% de la population, par exemple. Si le 40% ne meurt pas, et si on perd 50%, je dois m'inquiéter parce que c'est une mortalité qui n'était pas dans mon schéma. Si on ne meurt pas 40% et que c'est moins, mais ce type d'éléments nous permet d'ajuster notre taux de mortalité normal. Ça nous permet à différencier lorsque nous avons le type de bit qui pourrait toucher. Nous avons taux de mortalité virale 100%. Des mortalités massives. On voit des choses étranges qui ne mangent pas bien. Ensuite, on commence la mortalité et il commence à mourir beaucoup d'organismes. Et ça, c'est peut-être le premier signe que ce que nous avons là, c'est une maladie virale. Pardon. On passe à la suivante. Nous avons un autre virus qui est le virus de l'herpès, qui est très connu pour la culture des huîtres. Le diagnostic, c'est l'histologie, la photographie que je vois. Ce n'est pas une histologie normale, c'est une histologie au microscope électronique de transmission, une technologie très chère. On peut utiliser les PCR, le coronavirus. C'est une méthodologie que nous pouvons utiliser pour tout. L'agent pathogène, c'est ce virus, OSHV1 de type 1. Vous savez que les virus qui se contaminent vont évoluer, ils évoluent et il y a de nouvelles variantes. Et c'est la variante de type 1.
mortalité élevée, 80-90%. Et à qui est-ce que ça attaque? Eh bien, c'est tous les jeunes. On les met dans l'eau et les changements de température. Et on commence avec la mortalité. Ça, c'est une des maladies que moi, personnellement, je demande, que lorsque j'achète des semences, je demande une analyse de ce type. Et si je ne l'ai pas, je commence à monter des laboratoires d'homologie moléculaire pour implémenter la technologie PCR pour pouvoir faire moi-même les tests. Parce que ces protocoles, on peut les copier facilement du manuel aquatique du bureau de l'Organisation mondiale de la santé animale. Traitement pour ce type de choses, il n'y a pas de traitement. On peut tenter de passer cet animal à un autre animal, mais si on se voit qu'on meurt et qu'il y a une confirmation que c'est un virus, il est presque mieux de sortir tout, de le brûler tout et de recommencer. Parce qu'on ne veut pas que ça se propage, bien entendu. Une autre, la nocardiosis de l'huître. C'est bactérien. Après, c'est les petites flèches noires qui impliquent les lésions sur la couverture de l'huître. Traitement, c'est la même chose. Il n'y a pas de traitement parce que utiliser des antibiotiques sur le système ouvert, c'est difficile. On va voir les protozoos, l'un des plus connus, le Perkinsus, qui est une protozoa de groupe des spores, qui libère des spores. Qui utilise la coupe des kystes, les cellules, les caractéristiques. Ceci, cet espace-là, c'est l'organisme. C'est pour confirmer. Nous pouvons prendre des petits fragments d'organes. On peut différencier. Dans un moyen d'incubation. Après un temps d'incubation, on peut voir que ces zoospores apparaissent et ce sont ces états d'infectieux que ces parasites a. Ce sont des petits c'est filtrant et donc là, il a la voie royale. C'est très facile pour pouvoir affecter à d'autres huîtres. Mortalité élevée, entre 70 et 90%. On n'a pas le traitement non plus parce qu'il n'y a pas de manière. Une fois qu'on le détecte, c'est mieux de ressortir, de brûler, de recommencer. C'est très compliqué. Vous avez ici le diagnostic qui est par histologie, la mertéliose. L'espèce qui la propose, c'est on peut pas citer une espèce très concrète parce qu'il y a différentes espèces de bactéries.
Et donc, beaucoup sont affectés par cette maladie. Nous avons souffert. On peut voir cette coupe histologique. On peut voir comment l'apparition de cette structure circulaire, qui sont les états de développement de ce protozoa, qui forment ces spores et qui explosent et qui passent directement vers l'intestin. Et l'intestin, l'huître, la palourde, l'amidon, le libère dans le milieu, qui sont les états infectieux qui vont toucher toutes les autres huîtres ou palourdes. Traitement. Il n'y a pas de traitement non plus. La bolamiose. La bolamiose, c'est également un protozoa qui est la bolamie, une forme de spore, ça se reproduit. On peut utiliser tissu pour se reproduire et se transformer. Les organismes infectieux. Et on peut voir ici des mortalités massives, la diagnostic via l'histologie. Une autre. C'est via une spore. On peut l'identifier avec des coupes histologiques. C'est comme une mort. C'est tout l'organisme qui va pouvoir affecter tout le monde. Nous parlons maintenant des autres, un autre animal qui est également un mot de tête pour les horticulteurs. C'est une éponge, l'éponge perforante. Et elle s'accroche à la carcasse des mollusques, que ce soit une huître, un poisson timide. Mais donc, c'est surtout sur les huîtres. C'est une éponge qui provoque une faiblesse à dissoudre la carapace. Et elle commence à créer ces galeries où vit l'huître. L'agent pathogène, qui est Kiona sp, peut provoquer une mortalité entre 5 et 10%, ou voire plus. Il y a plusieurs traitements donc, pour résoudre ces problèmes de pathogènes, l'exposition à l'eau douce ou garder les huîtres au soleil pendant une période de temps. Comme nous savons qu'il y a les deux valves, lorsque elles se ferment normalement d'une façon très hermétique, cette fermeture hermétique nous permet d'utiliser des bains, par exemple, très salants avec la salinité de la mer multipliée par 3. Donc, soumettre l'huître à cette salinité et après passer à l'eau douce pour faire une espèce de choc osmotique et pour tuer le plus vite que possible cette éponge avant qu'elle continue de se répandre. C'est très compliqué de l'éliminer si nous voyons que dans notre culture apparaissent les premiers animaux, les premiers individus avec ce type d'éponge et que cela peut représenter 1% de la population de la culture,
il vaut mieux les enlever, les brûler pour tuer cette éponge et suivant les protocoles sanitaires de notre entreprise, de notre ostréiculture, faire des traitements préventifs, des traitements hypersalins, par exemple. Et il faut faire attention aussi à la faune qui accompagne cette culture. L'huître ne va pas être le seul animal qui est touché par cette éponge. Nous pouvons voir qu'il peut y avoir des moules, des palourdes, des escargots qui sont touchés aussi par ces éponges ou par ces parasites. Il faut les écarter et les sortir de la zone de notre culture. Un autre mal de tête pour nous, c'est le célèbre Polydora. Le Polydora est un ver, un polychète de la famille des Spionidés qui sont très faciles à identifier parce que la partie intérieure, la partie de la tête, présente 2 tentacules. Cela est très caractéristique de la famille des Spionidés. Et la Polydora s'installe aussi sur la coque des huîtres. Et lorsque la larve de la Polydora arrive à la surface de la coque, elle commence à forer la coque pour creuser des galeries. Et ce petit animal s'installe dans ces galeries. Alors, on va apprécier un petit trou. On ne va pas voir la galerie, on va voir quelques trous, quelques petits trous. Et si on submerge l'huître dans l'eau, on va voir émerger la tête de cet animal, qui est un animal filtreur aussi et qui utilise ses tentacules pour capter les particules nutritives, les particules d'aliments. Ici, vous voyez une coque d'huître, comment elle est touchée par la Polydora. Cela peut provoquer des pertes parce que les coques sont affaiblies et pendant le processus il y a des processus dans lesquels il y a beaucoup de contacts entre les coques des huîtres, cela peut se casser, ça peut casser les coques et cela peut avoir des conséquences. Et personne va aimer manger une huître qui présente une coque noircie comme celle de l'image. Et ces lésions de l'intérieur de la coque, elles peuvent casser, elles sont noircies. Et elle donne une mauvaise odeur aussi. Hier, je vous parlais de l'acide sulfhydrique, de l'odeur à œuf pourri, et c'est la même chose qu'on peut trouver ici parce qu'il n'y a pas d'oxygène, il y a beaucoup de matière organique, des bactéries, et les bactéries mangent, et s'ils n'ont pas d'oxygène, ils vont faire appel au soufre et ça va produire cette mauvaise odeur aussi. Alors, pour les tuer, on peut utiliser une solution hypersaline, baigner les huîtres dans l'eau douce aussi pendant une période de temps, donc suivre les mêmes conseils que pour les autres parasites. Maintenant, nous changeons de groupe, de famille. Nous laissons les polychètes. J'ai mentionné une seule espèce de polychètes, mais il y en a au moins 2 ou 3 autres qui sont aussi très importantes. Une espèce de ver foreur qui a touché l'industrie de la culture d'Haliotis en Australie et en Afrique du Sud. Et ça a provoqué un désastre, une énorme mortalité avec des pertes conséquentes. Et il y a beaucoup de bibliographies là-dessus. Là, nous traitons maintenant, nous passons aux copépodes. Les copépodes, comme vous le savez, ce sont des organismes qu'on peut trouver dans le zooplancton, mais également, il y a certaines espèces qui se sont spécialisées dans la vie parasitaire. C'est le cas du Mytilicolle, un parasite des mollusques bivalves, et parmi les copépodes, il y a même des espèces qui parasitent de poissons,
qui s'accrochent à la tête de poisson, aux branchies, aux nageoires des poissons. Donc, elles sont très spécialisées. Si je vous montre ici la photo d'un copépode, peut-être vous n'allez pas le croire parce qu'ils peuvent avoir, donc juste, ils peuvent adopter cette forme d'un verre. Ces animaux s'installent dans les tubes digestifs des huîtres. Là, je vous montre une palourde et là, avec la flèche, j'indique l'endroit, l'emplacement et après, à côté, vous voyez cette poche, c'est une femelle et qui a des œufs aussi, cette poche avec les œufs. Donc, cette femelle se nourrit des déchets de la moule et malheureusement, la moule arrête de manger parce qu'elle ne peut pas manger parce qu'elle a du mal et cela provoque des vrais inconvénients. Comme espèce, nous avons donc les deux genres qui peuvent se trouver sur le même spécimen. Le mâle féconde la femelle. Une fois la femelle fécondée, elle commence à générer ses poches et après, donc, il y a les individus qui vont émerger et qui passent plusieurs étapes de développement et ils suivent l'évolution normale du développement de ce type d'organisme. L'agent pathogène, comme j'ai déjà dit, est la mythicola. Le traitement peut être à base de solutions salines, mais cela revient vraiment c'est très complexe parce qu'on ne peut pas faire arriver cet environnement salin, cette solution saline à l'intérieur du mollusque parce qu'il va se fermer. Et s'il s'ouvre, ça va porter préjudice aussi au mollusque. Un autre copépode, c'est le pseudomythicola, un autre petit animal qui a plus de caractéristiques typiques d'un copépode de vie libre. En fait, par rapport à la photo précédente de mythicole, ici, celui-là ne présente pas cette forme de verre, c'est plutôt un copépode qui peut vivre dans la partie extérieure, mais toujours à l'intérieur des valves, mais il se promène un peu partout. On peut le trouver sur les branchies, sur les palpes. Et il a des petites pattes et des appendices buccaux pour ronger les tissus de l'huître. Et donc, cela provoque des blessures. Et comme c'est aussi le cas des êtres humains, si nous avons des blessures et les blessures sont ouvertes pendant longtemps, cela peut être infecté. Et si cela s'infecte, là, on va voir toute une série de bactéries qui peuvent entrer et infecter notre organisme, notre moule, notre palourde, notre huître qui vont souffrir une maladie bactérienne opportuniste produite par cette petite bête. On peut essayer comme solution, comme traitement, les solutions salines, mais cela est vraiment complexe. Malheureusement, cette petite bête juste avec la mythicole sont très distribuées au niveau géographique et on peut les trouver partout. Par conséquent, si au moment d'ouvrir une palourde ou une huître, nous voyons qu'il y a des lésions sur les branchies, que l'aspect n'est pas normal, donc si l'on réalise un frottis au microscope optique normal, on va sans doute apprécier la présence de cette petite bête.